librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et l'alinéa 2 complète, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que votre quotidien vous montre l'application concrète de cela? Donc les inégalités dans l'application du droit à circuler librement sont évidentes. Si on est honnête, on doit simplement dire que ce droit, seuls les ressortissants des pays riches en jouissent pleinement. Je pense que tous mes amis français peuvent circuler et visiter toute l'Afrique. L'inverse n'est pas vrai pour les Africains. Les maisons les plus riches sont les plus gardées, cela frappe le bon sens. Donc si nous appliquons cette théorie aux États, ça voudrait dire que l'Europe se barricade pour jalousement garder sa prospérité. Nous avons donc les immigrés qui sont les intrus, les indésirables contre lesquels on dresse des barbelés à Ceuta et Melilla. De nombreux accords politiques permettent à l'Europe d'utiliser les pays d'Afrique du Nord comme le premier cordon sécuritaire. Je vis en Europe depuis 1994 et j'ai vu le carcan administratif devenir de plus en plus serré. Et je suis désolée pour les interprètes parce que parfois je parle comme une mitraillette. Il est urgent de prendre conscience de l'application réelle des lois qui sont en permanence renouvelées en Europe. Par rapport à tous les étrangers, pas seulement les Africains, tous les étrangers. Donc au nom de la souveraineté des États, on n'hésite plus à sacrifier les droits des étrangers. Les contrôles aux faciès existent dans tous les pays européens. Je sais que ça met mal à l'aise nos amis européens, mais c'est la vérité. Et j'ai l'occasion de le vérifier souvent. Quand je suis dans un train, les contrôleurs, si la police entre, je pense que ma tête et un chocolat souriant, ça fait clignotant. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Pourtant, je souris juste pour être gentil, comme on agiterait un drapeau blanc pour dire inoffensive, 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 j'ai payé mes impôts, tout va bien. Non, ils viennent toujours voir si je ne vais pas voler la tarte à la crème. Et c'est très vexant. Parce que être noir, ça ne veut pas dire être moins digne de confiance. En fin 2008, le ministre français de l'immigration et de l'identité nationale s'est enorgueilli d'avoir expulsé, tenez-vous bien, 30 000 personnes, soit 2500 par mois, ce qui représente 83 personnes persécutées par jour. J'utilise le mot persécuté à dessein, parce qu'avant d'être expulsé, il y a d'abord toute la torture du cheminement pour les papiers. Et on a l'espoir qui se dégrade, qui se dégrade, qui se dégrade, jusqu'au moment où vous avez le fameux papier. Vous savez comment il s'appelle? Invitation à quitter la France. Les oxymores en poésie, c'est magnifique. Mais quand c'est appliqué à votre vie, c'est terrible. Des associations comme Réseau d'éducation sans frontières ont essayé de protéger des enfants menacés d'expulsion, des enfants scolarisés menacés d'expulsion. Là encore, une question se pose. Que fait-on de la Déclaration des droits de l'homme, du principe de l'irresponsabilité juridique des enfants et de leur droit à l'instruction? Parce que les parents soient sans papier, c'est un fait, mais ça n'annule pas les droits des enfants. Et les enfants ne peuvent pas être coupables par contagion. Donc les nouvelles conditions imposées aux demandeurs de papier exigent aussi une bonne connaissance, par exemple, du français, l'apprentissage de l'hymne national et de l'histoire de France. On appelle ça des mesures d'intégration. Ces mesures-là existent aussi en Allemagne. Et dans les deux pays, des associations ont fait passer les mêmes tests à quelques autochtones. Beaucoup ont échoué. Cela prouve que ces mesures-là ont été créées uniquement
pour servir de barrage aux demandeurs d'asile ou aux demandeurs de papier pour avoir le droit de travailler librement. D'une manière générale, les contraintes se multiplient. Donc, beaucoup de pays ont rallongé la durée de rétention des immigrés irréguliers. Et pour accélérer les procédures d'expulsion, on a réduit le temps accordé pour faire appel quand une demande a été rejetée. Toutes ces choses-là sont des petits détails cachés. Souvent, les gens s'en rendent compte quand ils sont confrontés au problème, pas avant. Donc, je suis étonnée, parfois mes amis français découvrent ça quand on en discute et ils n'en ont jamais entendu parler, par exemple. Cette situation nous démontre combien les frontières économiques conditionnent l'application du droit à circuler librement. Cela veut dire que la protection économique des États riches annule pratiquement le respect des droits humains. Alors, il faut le répéter parce que l'Europe est toujours là à donner des leçons à la terre entière. Donc, il faut aussi convoquer l'Europe sur ses propres principes. Le principe du droit international, justement, c'est la réciprocité. Donc, il n'y a aucune raison que les ressortissants européens puissent circuler librement dans le monde et que l'inverse ne soit pas possible pour les citoyens qu'ils visitent. L'Afrique ne peut pas être un zoo exotique pour l'Europe, où les Africains seraient enfermés et ne pourraient pas sortir, et les Européens peuvent venir nous observer comme dans une éprouvette. Ce ne sera pas longtemps acceptable. Du fait de sa puissance financière, l'Europe garde la main, donc le contrôle, et détermine elle-même ses relations avec l'Afrique. Donc, que vaut l'indépendance administrative sans indépendance économique? C'est la question que je me pose et c'est la question que l'immigration nous pose. C'est quoi être indépendant en Afrique quand on n'est pas libre de rêver son avenir dans son propre pays? C'est quoi l'indépendance territoriale, politique, administrative, quand on n'a pas l'indépendance économique, puisque avec l'application des lois, comme je viens de vous le dire, l'application de ces lois devient une résultante de la situation économique. Vous venez du Canada, vous voulez vous installer en France, vous n'êtes pas immigré, vous êtes expatrié. Vous êtes français, vous allez au Gabon, vous êtes expatrié. Mais vous êtes sénégalais, même si vous êtes millionnaire, vous venez en Allemagne ou en France, vous êtes immigré. Immigré devient un terme péjoratif qui désigne uniquement les étrangers à peau non blanche. Donc l'indépendance de l'Afrique ne pourra jamais être effective sans son indépendance économique. Car c'est bien par sa supériorité financière que l'Europe influence et impose ses règles en Afrique. L'Europe influence le marché. Par exemple, ils essayent d'abaisser les taxes de douane à 50%, alors que l'Afrique aurait absolument besoin de cet argent. Mais l'Europe veut libéraliser ce marché. C'est aussi par cette puissance financière qu'aujourd'hui encore souvent des entreprises européennes financent des partis politiques en Afrique, donc ils influencent le choix de nos dirigeants. C'est également par sa domination financière que l'Europe détermine souvent les politiques culturelles en Afrique, parce que même l'industrie culturelle africaine dépend encore trop souvent des subventions européennes. Si vous prenez pour l'édition, par exemple, si vous êtes africain, vous voulez être lu au Japon et au Canada, il vaut mieux publier en Europe, pas en Afrique. C'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, il y a une vraie dépendance. Si vous voulez faire un film en Afrique, et même sur l'Afrique et pour l'Afrique, vous demandez du soutien financier à l'Europe, alors qu'on a des millionnaires maintenant et des milliardaires en Afrique. Donc, c'est aussi, ce sont nos hommes d'affaires aussi qui doivent financer l'industrie culturelle. Parce que c'est une industrie en Europe et un peu partout dans le monde. Cependant, énumérer les points d'impact de l'hégémonie européenne n'exonère pas l'Afrique. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc de deux choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc la mentalité victimaire, je n'en veux pas.
Pour moi, parler des responsabilités de l'Afrique, c'est évidemment chercher des perspectives. L'Afrique, la faute qu'elle doit reconnaître, et on doit absolument accepter cette autocritique. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial, regardant l'Europe non comme un partenaire de négociation, mais comme un maître dont on accepte à la fois le secours, mais aussi le mépris. La terminologie utilisée quand on parle des relations entre les deux continents est édifiante. On parle toujours d'aide logistique, d'aide humanitaire, d'assistance technique, de subvention, etc. Il est donc toujours question de ce que l'Europe apporte à l'Afrique. Pourtant, si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, hein. Elle ferme. Donc quand ils viennent faire des affaires, ils viennent nous aider. Quand nous, on vient faire des affaires, on est immigré économique. Donc à un moment donné, il faut parler bêtement du marché capitaliste à la régulière. Et donc utiliser les mêmes arguments. Comme le disait Léopold Sédar Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci: au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des continents non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays, après la guerre, était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe